possible, parce que finalement ça va un peu dans tous les sens et c'est toujours fulgurant. Alors pour le faire peut-être le plus bref possible, Juan Branco, vous êtes juriste, mais vous avez aussi une formation de philosophe. Et actuellement, vous avez donc soutenu votre thèse en droit international et actuellement vous vous occupez, ce qui doit être passionnant, de la défense de Julian Assange. Vous êtes dans son équipe de défense. Et dans votre actualité immédiate, vous avez sorti donc vous avez publié votre thèse, vous avez publié de nombreux ouvrages, et là le dernier livre, c'est un livre qui s'intitule « D'après une image de Daesh » que vous avez à côté de vous, vous pouvez montrer pour faire votre promo. Et le thème de votre intervention s'y rattache, puisque le thème de votre intervention, c'est, si j'ai bonne mémoire, violence, image et politique. Violence, image et politique. Donc on va vous demander quelques éléments de réflexion dessus qui nous permettront de discuter. Je réitère mon appel à la simplicité parce que votre livre est brillant et complexe. Donc voilà, je compte sur vous pour nous éclairer sur ça. Merci beaucoup. Donc le sujet sur lequel j'ai essayé de réfléchir dans cet ouvrage rejoint un peu ce dont je parlais tout à l'heure, qui est la question de l'incarnation des pouvoirs et des systèmes politiques, et vraiment incarnation dans son sens le plus profond, c'est-à-dire la capacité à faire sentir dans la chair sa capacité à agir en fait, et à travailler. Donc moi j'ai beaucoup travaillé universitairement sur les questions de violence de masse, donc à travers la Cour internationale notamment, avec cette interrogation qui nous a tous poursuivis à un moment ou à un autre, qui est le fondement de qu'est-ce qui permet de nourrir et de susciter des déchaînements de violence plus ou moins organisés qui vont provoquer la mort de milliers, centaines de milliers ou millions de personnes, parfois pour des raisons, et souvent pour des raisons qui semblent complètement absurdes ou incompréhensibles. Et donc à partir de là, j'ai commencé à développer une réflexion à la fois juridique et philosophique. Et dans ce petit ouvrage sur Daesh, en fait, je m'interroge sur la question, et en fait ça peut être résumé relativement simplement sur la question du rapport de notre civilisation à la représentation de la mort. C'est-à-dire comment est-ce qu'on représente et on autorise la représentation de la mort, et comment cette représentation de la mort joue un rôle dans la constitution d'appareils de pouvoir, d'appareils politiques, de systèmes politiques, et permet de mettre des limites à l'exercice de ces pouvoirs. Et alors je pars d'une image mythologique, qui est la mythologie, donc qui est un des socles fondateurs, qui a servi longtemps de socle fondateur de sociétés qui encore aujourd'hui nourrissent la nôtre, qui est le moment où Achille va traîner, dans l'Iliade, va traîner, après l'avoir tué, les corps d'Hector autour de Troie. Et il va, après l'avoir tué, donc pendant des jours et des jours, il va traîner la dépouille du corps pour essayer de la détruire et de la dégrader, d'humilier Hector, d'humilier les Troyens, et d'extérioriser sa rage. Et il va se passer quelque chose de très intéressant, c'est que les dieux vont intervenir pour protéger la dépouille d'Hector. C'est-à-dire sans imposer à Achille de rendre la dépouille, ils vont s'assurer que malgré le fait que le corps traverse la poussière, les pierres, normalement soit complètement détruit très rapidement, que ce corps reste intact et soit protégé. Et au final, ils vont intimer Achille de rendre le corps, ils vont lui faire passer inconsciemment, en quelque sorte, le message comme quoi il faut maintenant qu'il rende cette dépouille. Et ainsi, Troie va pouvoir honorer son enfant, il va pouvoir le protéger, l'enterrer. Et évidemment, les mythologies les discours mythologiques sont des vecteurs normatifs très importants. Ils sont constitués pour tenter de montrer quelles avaient été les limites morales et limites sociétales à l'intérieur d'une communauté, pour s'assurer qu'un certain nombre de comportements ne soient pas effectués ou soient censurés, ou au contraire soient protégés. Et donc là, on a vraiment une voie morale qui vient montrer quelles sont les limites qui devraient s'appliquer, comme dans la mythologie grecque, et c'est pour ça qu'elle est encore si vivante et qu'elle est si intéressante. On passe quand même par une transgression initiale de la règle très forte, qui est donc celle d'Achille qui se permet cet acte sacrilège, pour que le discours moraliste en fait s'appuie au départ sur la transgression, pour ensuite pouvoir avoir un vecteur éducationnel, en tout cas normativisant. Et donc je pars de cette image, et pourquoi je pars de cette image? Parce qu'en fait il y a une autre image qui est extrêmement forte, qui est plus récente, qui a commencé à être diffusée quelques jours avant les attentats de Charlie Hebdo en France,
et qui était un film de vacances, qui avait été tourné par une personne qui s'appelle Abaoud, qui s'est révélé être quelques mois plus tard le coordinateur des attentats du 13 novembre à Paris, et qui, donc quelques mois plus tôt, était en Syrie et avait un rôle très particulier. Il passait après les chefs de guerre sur les terrains, et il était chargé, un petit rôle, il était chargé du nettoyage en quelque sorte des terrains sur lesquels ils étaient passés, sur lesquels les chefs de guerre de Daesh étaient passés. Et il y a ce film où on le voit arriver en fait dans une petite ferme, où toute la famille a été massacrée. On le voit décrire un peu avec son smartphone, donc c'est filmé avec son smartphone, il filme les environs, il est mort en fait, ils étaient en train visiblement de préparer un déjeuner, il y a encore sur la table quelques mets, et il y a une coupe, et on le voit quelques temps après, en train de, cette fois on le voit à la caméra, en train de conduire un pick-up, enfin sur le point de conduire un pick-up et d'activer, auquel ont été accrochés des dépouilles de ses corps, qui vont être traînés sur 150 mètres sur les champs, donc, et pour être amenés à l'endroit où ils vont être enterrés. Et donc apparemment j'ai appris après à écrire le texte, donc ces images ont été largement diffusées quand elles ont été trouvées. Et elles ont été trouvées, c'est intéressant, c'est pour ça que je parle des films de vacances, elles ont été trouvées parce que Abaoud avait perdu son téléphone portable en traversant la frontière entre la Syrie et la Turquie. Et donc c'est pas des images qui avaient une vocation propagandiste, c'était des souvenirs, quoi. C'était vraiment quelque chose qui devait tourner pour lui, peut-être pour ses proches. Et donc des rebelles kurdes ont trouvé ce téléphone portable et ils l'ont fait parvenir à des journalistes qui l'ont diffusé. Et apparemment, donc comme je vous le disais, je l'ai appris après l'écriture du livre, il y a eu des images qui ont été censurées, qui n'ont jamais été montrées, qui étaient aussi dans ce téléphone, dans lesquelles il jouait au football avec les têtes de certaines des victimes, enfin il faisait des jongles avec. Et donc il y a ce premier parallèle qui intervient, qui me semble intéressant, c'est-à-dire à 2000 ans d'écart entre ces deux images très fortes, entre l'une où les dieux interviennent pour où finalement, qui est filmé quand même, donc qui montre une volonté d'une façon ou d'une autre de transgresser une norme, où là on montre que justement on traîne la dépouille et il n'y a aucun dieu qui vient nous censurer, et au contraire on a une sorte de syndrome de toute puissance qui va nous permettre de transgresser cette norme fondamentale. Et ça m'intéresse parce que Daesh en fait se structure sur une tentative de subversion de tout ce qui leur apparaît comme les normes fondamentales et structurantes de ce grand Occident qui serait dévoré par la perversité, la traîtrise, et c'est des termes qui sont utilisés notamment dans le communiqué pour justifier, du communiqué de presse qu'ils ont émis pour justifier les attentats du 13 novembre, donc notamment la perversité est un des reproches qui est fait à l'Occident. Il y a toute une série en fait de normes qui fait que Daesh tente de renverser. Elles sont de tout ordre, elles sont d'ordre moral, visuel, avec une sorte de contre-propagande très intéressante qui a été déjà beaucoup déglosée, dans laquelle, là pour le coup, des films qui sont destinés à être diffusés dans le monde entier, notamment en Occident, ce qui n'était pas le cas de ce film, qui sont réalisés en respectant des normes hollywoodiennes, avec une très grande qualité de mise en scène selon les standards très normatisés, très stéréotypés de ce type de production, avec un renversement évidemment symbolique, une utilisation des uniformes de Guantanamo sur les otages, etc. Et qui d'ailleurs évidemment sert à montrer l'hypocrisie et la tension de leur ennemi, et à partir de là justement à attaquer un point faible. Et donc il y a aussi, et je mets en fin de livre, la volonté absolue de défaire toute influence qu'il y a eu d'autres civilisations dans leur espace civilisationnel. Et ce que je mets dans la fin de livre, c'est ce moment où, et ce qui est un moment très intéressant, où un djihadiste, après avoir organisé avec 3 de ses compères et un bulldozer la destruction, enfin ce qu'il appelle la destruction des lignes de Sykes-Picot, qui sont en fait les frontières qui ont été établies entre les Français et les Anglais dans cette zone, dans cette région du monde. Et donc ils prennent un bulldozer, et vous voyez, donc il y a un journaliste de Vice News qui est là, qui a réussi à s'infiltrer dans le territoire de Daesh, qui est protégé, et qui est là avec sa petite caméra, et qui filme ces 3 pecnos qui sont là avec leur bulldozer qui a 40 ans, qui sont en train vraiment juste de casser un mur de sable, et qui commencent à danser en disant « We have broken Sykes-Picot », vraiment convaincus qu'ils sont en train de faire l'histoire. Et donc cette volonté de faire l'histoire vraiment et de s'imposer à partir d'une destruction de toutes les normes, qu'on voit aussi dans la destruction des temples de Palmyre, qui est un projet qui est politiquement, enfin c'est un geste qui est politiquement très cohérent. Il ne faut pas juste le réduire à la barbarie comme on tente à chaque fois de réduire nos ennemis les plus extrêmes et les plus violents. C'est une volonté réelle de montrer que
cet héritage culturel et historique et architectural n'a rien produit de bon pour cette région du monde et que Daesh, du coup, ne se reconnaît pas dans la sacralisation que nous lui avons donnée en en faisant notamment un patrimoine mondial de l'humanité, etc. Et qu'au contraire, ils sont dans la capacité de rompre avec cette forme de sortilège, m'ont semblé très intéressantes. Et elles m'ont semblé très intéressantes pour une série de raisons, et notamment pour interroger cette question qui est donc celle de la représentation de la mort dans la société. Parce qu'il y a une troisième image en fait intermédiaire entre celle de Liliane et celle d'Abaoud, qui est une image fondatrice, cette fois peut-être plus directement, à bien des égards en fait, de notre culture visuelle, cette fois, de notre culture de l'image, qui sont les images de libération des camps de concentration, et notamment d'Auschwitz. C'est un fait qui est peu connu, mais ces films que l'on nous a tous montrés à un moment de notre scolarité, pour ceux qui avaient droit au moins à des appareils vidéocassettes dans leur salle, donc une partie d'entre nous importante. Ces films, c'est peu connu, ont été réalisés par des grands réalisateurs de cinéma. C'est-à-dire que du côté américain, la personne qui était en charge de coordonner les équipes de tournage qui suivaient l'avancée des forces américaines, c'était rien de moins que John Ford. Et c'est John Ford qui avait, avec une série d'assistants, dicté des règles très précises qui allaient présider à l'élaboration de ces images. Il en va de même du côté anglais, où c'est un certain Alfred Hitchcock qui a été mobilisé pour encadrer ce tournage. Donc ces images qui nous apparaissent aujourd'hui parfaitement documentaires, dans le sens le plus neutre et objectif du terme, ont fait l'objet d'une grande réflexion de la part des plus grands artistes de leur temps dans le domaine cinématographique pour tenter de comprendre ce qui devait être tourné et comment ils devaient en faire. Évidemment, ils ne s'attendaient pas à voir ce qu'ils ont vu. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont vu et qu'est-ce qui est filmé dans ces images, et il y a quelque chose de très intéressant, c'est quand même ce qu'on voit, c'est quelque chose de très ambigu et de beaucoup plus ambigu que ce qu'on a pensé. On voit quand même des corps entassés qui sont traînés vers une fosse commune avec un bulldozer en fait. C'est extrêmement violent, non pas seulement parce que ça dit évidemment du génocide commis par les nazis et de l'ampleur de ce génocide, mais aussi par la façon, par notre impuissance et notre incapacité à rendre une dignité à ces corps qu'on a traités comme si c'était des corps de bétail, en quelque sorte, vraiment comme si c'était des corps d'animaux, et qu'on a traîné en masse, qu'on a traité avec le même rapport de masse que l'avaient fait les nazis dans le camp de concentration quelques années auparavant. Évidemment, il ne s'agit pas de faire un parallèle qui mettrait à égalité, ce serait complètement indignant de le faire, mais c'est intéressant de voir que ces images qui nous ont servi d'images de propagande, au sens le plus neutre du terme, c'est-à-dire visant à démontrer que le mal se situait de l'autre côté de nous et que nous y étions extérieurs et que nous venions le corriger, montraient en fait, en quelque sorte, notre impuissance et avaient une forme et formait un écho troublant, pour moi en tout cas à la rédaction de cet ouvrage, avec ces corps traînés à la fois par Abaoud et par Achille. Et c'est comme si là aussi nous avait manqué un dieu qui nous aide justement à préserver en fait la dignité de ces corps, ou alors permettre de la retrouver, leur permettre de retrouver ces dignités qui leur avaient été retirées. Et ce qui est intéressant, c'est que ces images sont devenues un modèle important, et l'image en général des camps de concentration est devenue un modèle éthique et esthétique extrêmement important. Et récemment, c'est un sujet qui a été remis à débat. Il y a eu, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du cinéma et de l'esthétique, un moment où un article extrêmement important, dans les années 70, par un long travelling qui parcourait comme ça, qui suivait les images, les visages de personnes qui étaient réunies dans les camps de concentration, la majorité de juifs, et qui étaient complètement décharnés, désespérés. Et donc il y avait une vraie volonté de jouer en gros, à tirer les larmes du spectateur pour lui faire partager une émotion. Et donc Rivette dénonce ce travelling. C'est un article extrêmement connu qui a fait norme dans la forme cinématographique, c'est-à-dire qu'on ne s'est plus jamais permis, et on a interdit en fait factuellement, même s'il n'y avait aucune censure ou appareil de censure qu'il faisait, de se permettre ce genre de dispositif larmoyant sur des images qui ne pouvaient être montrées que si elles étaient montrées comme elles l'avaient été par John Ford, Hitchcock et compagnie, c'est-à-dire en silence en quelque sorte, et sans aucune intervention d'apparence. C'est-à-dire vraiment avec une caméra qui ne faisait pas ni travelling, un travelling c'est un mouvement latéral, continu, c'est-à-dire sans aucune forme
de dispositifs artificiels qui viendraient tenter de renforcer l'émotion. Et cette norme, en fait, s'est imposée pendant très longtemps et a créé une immense frustration, notamment dans un espace, paradoxalement, dans un espace cinématographique dominant, qui est Hollywood, dont, en fait, la narrativisation et la dramatisation de tout événement est la norme, en fait, et est le suc. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, à tout moment, dramatiser, narrativiser, et en particulier en insérant une individualité, à un moment, en suivant un parcours qui va permettre de tout expliquer. Et donc Hollywood s'est trouvé bloqué par rapport à cette façon de faire, et a tenté de le contourner de façon ou d'autre, par exemple avec la liste de Schindler, mais avec quelques rares épisodes qui n'ont jamais réussi à renverser cette norme. Voilà, ce serait faire honte à leur mémoire, enfin détruire leur mémoire et la saluer. Et donc arrive le fils de Saul, paré de tout un dispositif qui intellectuellement est très intéressant à décrypter pour les sociologues, donc il va s'appuyer sur la protection d'éminences maintenant vieillissante, mais qui avait réussi à protéger cette norme, et qui pour la première fois va proposer une sorte d'immersion dans un camp de concentration subjective, donc en suivant un individu au sein de ce camp de concentration, qui va tenter de s'en tirer, et qui va concentrer toute l'expérience du camp de concentration, dont on sait qu'elle n'était absolument pas concentrable, parce que tout était tellement divisé que personne ne pouvait avoir accès à tout, et à tous les différents événements, et l'espérance de vie était si courte. Donc on va avoir toute une série de péripéties qui vont arriver à cet individu, qui va finir non pas par s'en tirer, mais au moins par réussir à sortir du camp de concentration, et qui va donc emporter avec sa vie le drame entier, incarner ce drame entier. On fait un film hollywoodien sur ce sujet, et là il y a une sorte de pénétration qui en plus vient d'un auteur européen, donc on peut prétendre que c'est pas un gros truc à la Spielberg, qu'il n'y a pas une volonté de le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé un an après? Il a eu l'Oscar de meilleur film étranger, évidemment, parce que comme en forme de récompense pour cette tentative. Alors que objectivement, je considère que ce film est absolument vomitif, en fait, de par justement cette violation complète de la mémoire de tous les déportés, vivants ou morts, qui n'ont jamais eu cette chance et n'auraient jamais pu avoir cette chance qui est symbolisée par le personnage de ce film. Et donc d'ailleurs, voilà, c'est un film qui fait preuve d'entrisme à tous les niveaux, justement, de par le dispositif de compagnie, etc. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, la question de la représentation de la mort, la question de la capacité à montrer ou ne pas montrer le cadavre, d'édicter une norme esthétique qui va permettre de le montrer d'une façon ou d'une autre, tout ça c'est un enjeu politique fondamental. Et quand quelqu'un comme Abaoud montre clairement, et peut-être pas pour le montrer au monde entier, mais en tout cas pour se montrer à lui-même, qu'il est capable de violer cette norme fondamentale des sociétés contre lesquelles il a été constitué, on a le signe précurseur en fait de ce qui va se dérouler par la suite. C'est qu'il est en train de se libérer complètement de toute l'emprise que notre société lui avait imposée, et nous impose à tous, qui est une série de règles fondamentales que rien, en aucune circonstance, ne permettrait de violer. Et donc on a là en fait le signe antécédent. Et c'est pas évidemment, la question n'est pas de faire une divination a posteriori, au contraire c'est d'essayer de comprendre, plutôt presque en historien, quels étaient les signes qui permettaient de comprendre, ou en tout cas de percevoir cette évolution. Et donc là, ça me semblait intéressant de revenir à ça et de voir comment justement, et probablement inconsciemment, Abaoud n'a probablement jamais lu l'Iliade, mais quelque chose, les normes que nous impose la société s'inscrivent en nous inconsciemment. On n'a pas besoin d'en connaître les sources, le détail, de façon très détaillée, universitaire, etc., pour savoir qu'il y a un certain nombre de règles qui s'imposent à nous de façon parfaitement claire et pas nécessairement consciente. Et l'image, le symbole, l'icône, c'est l'image qui sert de support fondamental à la constitution d'une communauté, qui permet de concentrer des signes. L'écrit, c'est très bien, mais l'écrit n'est pas perceptible par tout le monde, il y a un signifiant qui est relativement pauvre, qui n'a pas nécessairement l'ambiguïté suffisante pour pouvoir tenir dans la durée d'une société. L'image, c'est quelque chose auquel tout le monde, l'image idéale, fondatrice d'une communauté politique, c'est ça à laquelle tout le monde peut s'identifier, parfois contradictoirement, et qui va au-delà de tout événement, justement rester comme un structurant, comme peut l'être aujourd'hui un drapeau, comme peuvent l'être les ordres de la République, etc. Qui sont en partie rationnels, en partie émotifs, et qui fonctionnent sur des rapports d'identification, sur des mécanismes inconscients, et sur des mécanismes qui n'ont rien à voir justement avec le pur discursif et la pure règle, en fait. Et encore une fois, c'est pour ça que Abaoud, quand il fait ce qu'il fait, probablement il ne comprend même pas ce qu'il fait. Mais intuitivement, pulsionnellement, il sait très bien qu'il est en train de faire quelque chose qui est en train de le faire jouir d'ailleurs.
C'est pour ça qu'il finit dans cette jouissance complètement délirante par même jouer au foot avec ses têtes humaines, dans une sorte de délire qui lui fait dépasser toutes les limites qui s'imposeraient à quelqu'un dans un contexte normal. Et c'est pour ça qu'il se filme en le faisant, parce qu'il y a cette jouissance à se montrer en train d'être tout puissant en fait. Parce que dès le moment qu'on sort de ces règles fondamentales de l'humanité, de nos sociétés, en fait on s'identifie à Dieu en quelque sorte. Il y a quelque chose de très sacrilège dans ce que fait Abaoud d'ailleurs. Dès le moment que vous êtes en dehors de la société, de la communauté, il n'y a plus rien qui s'applique à vous. Vous avez exactement le même statut, ontologiquement parlant, qu'un Dieu. La terre ne jouit pas. On ne jouit pas, c'est-à-dire que la jouissance solitaire est très limitée, et elle atteint seulement un certain stade, et la toute-puissance, et justement le statut divin, ou en tout cas supérieur, fonctionne par la capacité à sa monstration aussi, c'est-à-dire qu'il y a une forme, et là, il y a cette dimension, il y a aussi la dimension, pour rendre effective la transgression, il faut qu'elle soit prouvable. Et il faut démontrer qu'en effet, nous sommes en train de nous constituer non seulement en rapport à la société précédente, mais comme nouvelle société. Et à partir de là, il faut justement prouver cette capacité divine à s'émanciper de la précédente. Donc oui, je pense que le fait de se filmer, même si ce n'était pas un film de propagande, etc., ça me semble extrêmement important. Et c'est très différent des films de propagande sur l'extrême violence de Daesh, qui inclut parfois même, on l'avait vu, sur la projection d'homosexuels de tours très élevés pour les tuer, qui a une dimension symbolique et qui en fait a une dimension politique immédiate. C'est pas du tout le cas de ce que fait Abaoud. Abaoud fait ça pour lui-même, pour son entourage, pour sa glorification. Ce que fait Daesh quand il produit, quand l'organisation produit ces vidéos très institutionnalisées, c'est une technique politique assez pauvre et basique qui a été utilisée à travers les âges, qui a été un peu inhibée ces derniers, voire décapitée, torturée, etc. Il n'y a aucune garantie que cela ne s'applique pas à nous. Ça suffit à déstructurer la société contre laquelle ils se battent. Et c'est le principe du terrorisme, c'est le principe aussi des attentats en France. Déstructurer la société contre laquelle ils se battent et, à partir d'une position de faiblesse minoritaire, éventuellement gagner une bataille. Et quand on voit les chiffres, et ça fait aussi partie de mon ouvrage, c'est très intéressant, les chiffres de la guerre, de mortalité, des victimes de la guerre en Syrie. Daesh est responsable de 5 à 6% des victimes civiles. Plus de 90% des victimes civiles sont le fait des forces de Bachar el-Assad, et Daesh a seulement double le nombre de victimes civiles de la part des forces modérées, entre guillemets, ou en tout cas qui s'opposent à la fois à Daesh et à Assad. Et c'est très intéressant, parce qu'on a l'impression qu'ils font régner l'effroi de façon constante, démesurée, etc. Alors qu'au contraire, ils utilisent ces images d'effroi parfaitement scénarisées et de violence extrême pour maintenir l'ordre. Pour maintenir l'ordre sur leur territoire, malgré le fait qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. En fait. Et donc, ça marche parfaitement. Et dans cette société hyper rationnelle dans laquelle on a les chiffres devant nous qui montrent que Daesh n'est pas du tout le principal vecteur de violence sur ces territoires-là, les images sont toujours plus fortes que ces chiffres, en fait. Et donc, l'identification à cette violence, parce qu'elle est arbitraire, parce qu'elle semble complètement incontrôlable et parce qu'elle ne s'impose pas de limite, nous fait craindre beaucoup plus ces forces-là que d'autres. Donc, je ne sais pas si je... Donc voilà, merci. Donc moi je vais parler d'autres choses après, mais ça me fait penser à mon premier travail qui était sur la Cour pénale internationale, qui est une institution, mon travail universitaire de thèse, et après j'ai écrit un autre livre sur ce sujet, qui est en gros un peu l'institution qui représente l'aboutissement théorique de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie des droits de l'homme. Elle a été créée en 2002 pour poursuivre les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide. L'important auquel l'institution était confrontée, c'était la difficulté à incarner quelque chose. En fait. On ne savait pas comment représenter cette communauté universelle qu'elle était censée représenter. On ne savait pas ce que le genre humain qu'elle défendait, etc., signifiait véritablement. Et il y avait une très grande difficulté de lors à trouver des symboles, des choses qui permettraient de s'y rattacher, et à rajouter une difficulté, elle a rajouté d'elle-même, qui était de commencer à travailler sur des toutes petites affaires qui avaient eu cours, notamment en République démocratique du Congo, où il y a une guerre très très importante,
mais en s'attaquant à des petits miliciens qui étaient factuellement des chasseurs de capilles, des braconneurs, et qu'elle extrayait en fait de petites communautés où il n'y avait ni eau, ni électricité anglais, enfin ni aucune des langues de travail de la cour, qui n'avaient jamais été confrontées à un appareil de justice moderne, et elle décidait de les juger, et s'appuyait sur un corpus idéologique, de pensée propre à lui-même, qui pensait universel, et toute une autre partie du monde qui tout d'un coup lui était confrontée et qui n'avait rien à travers l'incarnation. Aujourd'hui, quand vous allez à la Cour pénale internationale, vous pouvez y aller, si vous passez à la vous pouvez visiter, vous avez l'impression de visiter un immense Apple Store avec le fichier de la Cour, qui est celui qui s'occupe de toute la partie administrative, et donc notamment de toutes les questions justement de mise en scène en fait, de la justice. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui vous a amené à choisir ton palier vers une communauté ou une culture, parce que ça pourrait être sur d'autres. Et donc on a décidé de faire le plus neutre possible. Et du coup, le plus neutre possible, c'est un Apple Store. Ils pensent que c'est neutre, et ils pensent que faire du neutre en faisant justice, ça peut fonctionner. Et donc là, il y a vraiment comme une mise en image de la porie en fait, de ce mouvement qui vise à chaque fois à déconnecter toujours plus une idéologie de son implantation dans une communauté, dans un territoire, Évidemment, les procès de la Cour pénale internationale n'étaient pas du tout suivis par les communautés qui étaient concernées par les violences qu'elles jugeaient, parce qu'ils n'avaient pas de télévision, et pas encore moins de télévision qui diffusait les émissions de la Cour. Les émissions de la Cour sur YouTube font quelques centaines de vues seulement, etc. Et donc, juste sur ce point, ça a été très intéressant pour moi de me confronter à moi qui, au départ, suis quelqu'un de très idéologisé dans cette direction-là. En fait, l'impossibilité de construire sur le long terme un projet politique, juridique ou judiciaire exclusivement fondé sur quelque chose qui est en fait à ce point désincarné. Et donc voilà, c'était juste une petite réaction. Elle manque de centre, elle manque de centre et elle manque de symbolique. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française était intéressante pour cela, parce qu'elle était représentée, je ne sais pas si vous voyez l'image, très connue, sous la forme de table de la loi. Donc elle se rattachait au décalogue, au moins symboliquement, et elle en avait repris la forme. Là, la forme y est, mais effectivement, il manque d'assises et de repères. C'est ce que moi j'avais décelé par cette absence de fondement qui me semblait intéressant et important. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nouvelle logique, d'une logique horizontale, et on n'a pas l'habitude dans notre monde de penser les choses autrement que dans une logique verticale. Et donc c'est peut-être ça, là aussi, le plus grand pari, et le pari difficile des droits de l'homme. S'il y a des questions...